quel lendemain pour le Togo si le régime persiste à organiser les élections le 21 juillet? On ne saurait le dire. C'est comme si vous me demandiez si je pouvais prédire l'avenir. Je crois que c'est l'avenir qui nous en dira. Seulement, il y a quelque chose qui est constant, c'est que on est en train d'organiser les élections dans une atmosphère très délétère, une atmosphère très instable. Et bon, là, on peut s'inquiéter qu'après les élections, qu'il y ait encore de la violence, comme on a coutume de le vivre. Bon, attendons de voir. Je crois qu'il ne faut pas aller trop vite en besoin. Oui, êtes-vous de même avis que ceux qui disent que le Togo aura un lendemain sombre après les élections si le pouvoir arrive à organiser? Ouais, ce qui est là, c'est que bien avant le début des élections même, il y a déjà une instabilité. Vous voyez que les gens sont toujours dans la rue, et vous voyez qu'il y a même de temps en temps, pas de temps en temps, souvent de la violence avec des blessés graves et tout. Et si avant les élections, déjà il y a des blessés graves, après les élections, ben, il est quand même, on peut s'inquiéter qu'il y ait une situation difficile. Les blessés, c'est sûr qu'il y en aura, et des morts peut-être encore. Voilà quoi. Le fait est que les élections elles-mêmes ne sont pas bien organisées, vous en conviendrez avec moi. Quand les concurrents sont en prison, beaucoup sont en prison, certains sont persécutés, il y a des problèmes par-ci, par-là, et dans cette atmosphère, on veut organiser les élections, c'est normal que ça ne marche pas bien. C'est une sorte de forcing qu'on veut faire. Et moi, personnellement, je crois que on ne perd rien en repoussant les élections pour qu'on passe au dialogue comme certains le réclament, comme la conférence épiscopale l'a réclamé, comme les pasteurs de l'église presbytérienne et apostolique viennent de le réclamer aussi, comme beaucoup d'ambassadeurs l'ont réclamé. Mais pourquoi ne pas repousser les élections? On est pressé par quoi? Comme dirait l'autre, c'est les lois qui sont faites pour les hommes et non les hommes pour les lois. Les lois sont là pour nous permettre de mieux vivre. Mais on ne peut pas suivre le règlement, suivre les lois, dire que le Parlement qui est là en place actuellement n'est plus légitime. Donc il faut coûte que coûte organiser les élections. Quitte à occasionner des morts, ce n'est pas possible. Et les lois de l'Assemblée nationale, les lois de la République sont faites pour nous, pour notre bonheur. Mais ce n'est pas à nous, ce n'est pas nous qui sommes faits pour ces lois-là. Si se soumettre à ces règlements doivent nous amener la mort, mais autant ne pas s'y soumettre du tout. C'est comme ça fonctionne. Quand une loi peut amener la mort, on ne la respecte pas. Oui, Abbas Kaboua a vu sa demande de mise en liberté provisoire rejetée et l'autre fois. Est-ce que cela vous a surpris? Non, mais pourquoi ça va me surprendre? Puisque la logique est là. La logique, c'est de désorganiser le plus possible l'adversaire politique, dont fait partie aussi M. Abbas Kaboua, pour pouvoir éventuellement remporter les élections. Bon, moi, je ne vois pas tellement ce que M. Abbas Kaboua a fait de si grave pour qu'on le mette en prison, et quitte à augmenter le conflit qu'il y a actuellement. Vous savez, en refusant de libérer M. Kaboua, ça participe à ce que la tension règne encore plus. Bon, est-ce que c'est de bonne guerre? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Moi, je ne sais pas. Quelque part, on a l'impression que certaines personnes ont peur de ne pas pouvoir remporter les élections, de ne pas pouvoir remporter un siège ou bien des sièges à l'Assemblée nationale. Donc, il faut forcément éliminer des adversaires politiques. C'est l'impression qu'on a. Mais moi, je continue quand même à croire que si le RPT vient s'y unir, se comportait bien, tenait un bon discours, organisait bien la campagne électorale et promettait de gérer autrement ce pays, ce parti risque d'emporter pas mal de sièges quand même. Mais on n'est pas obligé de se comporter en gangster pour remporter des sièges. C'est pas forcé ça. Unir n'est pas le diable, non du tout. Beaucoup peuvent voter pour ce parti. Oui, alors le commandant Olivier Ama, lui, sera transféré à la prison civile d'Atakpamé. Et son conseil parle de nos droits. Que dites-vous à propos de ça? Bon, moi je vois les choses autrement. Je me dis qu'en politique, quand vous êtes en politique, il faut s'attendre à tout.
Et quand on l'a arrêté à Lomé, on l'a envoyé à Mango, c'était sûrement pas pour lui faciliter la vie. C'est pour lui compliquer le plus possible l'existence qu'on l'a fait. Et maintenant qu'ils ont fait appel, et on l'a descendu un peu de Mango à Tapamé. Bon, je ne sais pas, c'est à lui-même de dire si là-bas ça lui plaît, si là-bas lui plaît mieux. Mais le fait est là, le monsieur a grandi à Lomé, a toujours habité à Lomé, il aurait souhaité être en prison à Lomé pour attendre son procès. Mais bon, les gens ont jugé bon de l'amener là-bas sous prétexte que il n'y a plus de place à la prison civile de Lomé. Mais quelqu'un m'a fait la remarque, qui m'a fait sourire, et c'était une remarque assez pertinente. Chaque jour, on amène de nouveaux prisonniers dans la prison de Lomé, et ces prisonniers la trouvent de la place. Pourquoi pas, pourquoi pas le commandant Ama Olivier? Donc tout ça, disons que c'est politique, toutes ces décisions sont des décisions politiques. Et bon, moi je me dis, quand on est en politique, il faut s'attendre à souffrir, il faut s'attendre à vivre tout. Et je crois que le commandant Ama, ayant déjà fait la prison, et a été torturé et tout ça, c'est pas ce qui va l'inquiéter. Il va l'inquiéter le plus, hein. Être à Mango, bien à Dapano, bien à Lomé. Je crois qu'il a le mental assez solide pour supporter tout ça. Alors, la Cour de justice de la CEDEAO vient de donner raison aux avocats de Pachang Sigwe et co-accusés. Pensez-vous que les autorités judiciaires de notre pays mettront en application cette décision? Oui, mais ça dépend de quelle décision. Parce que vous avez remarqué avec moi que la décision est déjà sujette à des interprétations diverses, différentes, qu'on soit du côté du pouvoir ou bien du côté des avocats. Et le régime dit que la Cour de la CEDEAO les oblige à payer une réparation pécuniaire, à payer de l'argent à ces gens-là, mais que la Cour n'a jamais dit qu'il fallait libérer M. Pachang Sigwe, ses co-accusés. Au même moment, les avocats de M. Pachang Sigwe disent que la Cour s'est prononcée, la Cour a dit que les droits de ces gens ont été violés et qu'il fallait réparer maintenant cette violation. Et eux, ils comprennent par là qu'il faut libérer M. Pachang Sigwe et les co-accusés. Bon, voilà. L'État togolais se dit prêt à payer les 20 millions, 4 millions, 3 millions, tout ça là. Évidemment, c'est simple. Pour l'État, payer 20 millions, 30 millions, 50 millions, même 100 millions, c'est rien. Ça, c'est le prix d'une maison plus ou moins moderne à Lomé. Ce n'est pas ça qui va gêner le régime. Mais quand il va s'agir de libérer M. Pachang Sigwe, forcément, ça va causer un certain nombre de problèmes. Parce que ce monsieur-là, en liberté, ce n'est pas sûr qu'il va se taire. Ce n'est pas sûr qu'il va se résigner et rester tranquille. Non. Est-ce que, pourquoi la Cour n'a pas servi de leçon de l'affaire des 9 députés de l'ANC et pour être clair directement? Ouais, disons qu'on est en Afrique, hein, cette cour-là est composée de nationaux venant des pays de la CEDEAO. Le Togo envoie des juges, le Burkina envoie des juges, le Bénin envoie des juges, ce qui fait que quelque part, cette cour aussi subit les pesanteurs de la politique. Quand votre pays vous envoie là-bas, vous vous dites juge indépendant et vous prenez n'importe quelle décision, à un moment donné, vous risquez de perdre votre place de juge, de revenir au pays. Il y a aussi un fait que cette cour-là est financée par les États membres. Donc, c'est des gens qui se ménagent entre eux. Ce syndicat des chefs d'État, comme certains l'appellent, ces syndicats des chefs d'État ont quelque part une certaine emprise sur cette cour. À chaque décision de cette cour, vous voyez, dès que c'est une décision, quand ça touche à la politique, alors la décision de la cour aussi sort un peu quelque part du cadre juridique pour rentrer dans la politique. Donc ne nous trompons pas, ne nous leurrons pas du tout. Cette cour-là est fortement influencée aussi par les pays membres de la CEDEAO. Et je crois que le Togo a su habilement jouer pour influencer la décision, pour créer ce flou artistique-là, voilà, pour gagner du temps. En résumé, le Togo va droit au mur. Bon, le Togo est rentré dans le mur il y a longtemps. On ne peut pas rentrer plus dans le mur que ça. Il n'y a aucune semaine, aucun mois qui se passe où il y a des manifestations. Le pays est difficilement gérable, et le pays est divisé, l'économie, c'est pas trop ça. On parle de croissance économique, mais les gens continuent à manger une fois par jour. Le chef de l'État l'a dit,
Et il y a quelques minorités qui s'est accaparé les richesses du pays. Et récemment, on parle des miliciens qui sont en train de se préparer, de s'échauffer pour pratiquer le sport national, hein, qui consiste à couper les gens, à les blesser et tout. Bon, est-ce qu'on peut rentrer plus dans le mur que ça? Et pendant qu'au Bénin, au Burkina, au Ghana et dans certains pays voisins, on voit que les gens évoluent. Alors que nous, on fait du surplace. Comment vous voulez qu'on rentre plus dans le mur? Non, on est déjà rentré dans le mur. Il s'agit maintenant de reprendre ses esprits parce qu'on est quelque part un peu assommé. On ne sait pas là où on va. Et il faut reprendre ses esprits pour revenir sur la voie du développement, pour revenir sur la voie de l'union. Parce que, comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Le Togo est un pays extrêmement divisé et dangereusement divisé. Et il faut qu'on se ressaisisse. Merci beaucoup, Dépé. Merci, c'est mon